Bienvenue dans le dojo. Alors, je tiens à vous prévenir, cette interview va être un peu plus dense que celle avec Jennifer. Avec Claire, on va parler du coup forcément de son parcours, de qu'est-ce qu'est le métier de chargé de production, du collectif qu'elle a créé qui s'appelle Les Intervalles, puis ensuite elle vous donnera de nombreux conseils pour votre recherche d'emploi, et enfin il y aura une petite digression pour ceux qui veulent sur tout ce qui est stéréotypes dans les productions actuelles dans la série d'animation en France. N'hésitez pas à naviguer avec les timecodes dans YouTube pour aller directement aux parties qui vous intéressent. Sur ce, bon visionnage. Bonsoir à tous, bienvenue dans le dojo. Aujourd'hui du coup nous recevons Claire Lefranc qui est donc chargée de production et qui va du coup nous donner quelques conseils concernant les candidatures. Donc du coup Claire, bonsoir, je te laisse te présenter. Bonsoir tout le monde. Alors, donc je m'appelle Claire et je suis chargée de prod, ce qui est un métier assez polyvalent dans la production d'animation et qui est souvent un métier méconnu. J'ai vu des gens qui sortent d'école. Alors, on n'est pas les méchants, le grand méchant loup. On va pas vous manger, promis juré. On est là pour essayer globalement de faire en sorte que vous puissiez vous concentrer sur votre travail sans avoir à vous inquiéter des dates de livraison, des plannings, des retakes et vraiment juste vous concentrer sur ce que vous devez faire. C'est un métier, je dis, qui est un peu couteau suisse aussi, parce que c'est un travail qui change énormément d'un studio à l'autre. Ça peut être un travail où il y a de l'artistique et de la technique qui rentre en compte, où on fait un petit peu d'assistanat réel aussi. Ça peut être du boulot où il y a beaucoup d'administratifs, où on gère notamment les fiches de paye, les contrats, le recrutement aussi. Et ça, c'est un boulot dont le cœur du boulot, c'est quand même s'assurer que rien ne soit oublié en cours de route. Parce que j'explique souvent aux gens qui ne sont pas de l'animation, c'est genre du réalisateur, c'est la colonne vertébrale de la production. Et moi, je suis tous les petits nerfs à la con qui font le lien. Ok. Ouais, donc t'as quand même un job assez central et toi t'es là quand même pour maintenir un certain équilibre aussi, quelque part. Voilà. Puis moi, j'arrive sur la production quand les scripts sont déjà écrits, qu'on commence les storyboards. Et à partir du moment où on commence vraiment la pré-prod, qu'on est là, qu'on commence à fabriquer, je suis là jusqu'à la fin. Jusqu'à la livraison à la chaîne, post-prod fini. Ouais, donc c'est quand même un métier qui est un peu plus impliqué dans la production que juste les ressources humaines, qui sont plus là pour faire l'entrée, le passage entre la prod et par exemple les nouvelles recrues. Après, on a le côté aussi, bon, c'est pas que nous, c'est beaucoup les chefs de poste aussi, mais il y a le côté ciment des équipes où on est là pour s'assurer que tout le monde puisse travailler dans les meilleures conditions. Ouais. Donc, on est parfois un petit peu la psy des équipes aussi. On n'est pas formé du tout pour, et ça va juste travailler sur de la communication avec les gens, s'assurer que on s'adapte à chacun et à chacune, faire en sorte que les gens soient le plus confortables possible, travailler les uns avec les autres, parce que le dessin animé, ça reste un boulot d'équipe. C'est pas juste machin qui fait son boulot tout seul dans son coin, dans sa grotte. L'idée, c'est que tout le monde travaille ensemble pour faire un rendu le meilleur et le plus efficace possible. Ouais, du coup, pour le coup, le poste chargé de production porte bien son nom, quoi. Oui, on est chargé comme une ville. Alors, du coup, quel est ton parcours? Comment t'en es arrivé là? Du coup, là, tu travailles où actuellement? En ce moment, je suis sur la saison 4 de Foot de rue, chez Monello, ce qui est assez fou, puisque Foot de rue, moi, je le regardais quand j'étais pré-ado, la première saison. Et là, de travailler sur une nouvelle saison d'un dessin animé que je regardais plus jeune, j'étais là, waouh! C'est vrai que c'est un peu fou. Ouais. Et typiquement, sur cette prod-là, je suis aussi un petit peu assistante réelle, puisque j'aide le réalisateur à m'assurer qu'il n'y a pas de faux raccords, qu'on ne fait pas d'erreurs dans la construction des décors, des personnages, que tout est bien fabricable derrière. Et je dépouille tous les épisodes, ce qui est long sur du 22 minutes. Alors, qu'est-ce que tu appelles exactement dépouiller, c'est-à-dire? Dépouiller un épisode, c'est quand on a l'animatique et le storyboard qui sont validés, surtout le storyboard, c'est de noter plan par plan tout ce qui se passe à l'écran. Ah oui. Et tout ce qui se passe. Alors le confoboard où les mouvements de caméra et les dialogues sont notés et faits en amont, mais moi je dois noter en fait tout ce qui va devoir se fabriquer, tous les props, tous les FX, tous les décors, tous les personnages. D'accord. Ok. Ouais, c'est comme si dans une boîte de Lego, tu mettais toi toute la liste de toutes les pièces qu'il faudra. Voilà. Et je fais comme ça et après je m'assure de dispatcher tout ce qui est à fabriquer dans les bonnes équipes, dans un temps faisable mais réaliste. Et ensuite je dois tout réceptionner, m'assurer que tout a bien été fait selon les bonnes directives, en leur précisant parfois à chaque fois peut-être des détails que le réalisateur ou la réalisatrice aura loupé. D'accord, ok. Je suis un peu comment on pourrait appeler ça, le bastingage, on va dire. Je suis là pour éviter que les gens tombent derrière et je les rattrape. Je fais non, tout va bien, regarde, on va s'en sortir, ça va aller. Alors, comment tu en es arrivé là? Il n'y a pas beaucoup de parcours en France pour la production. Il y a les Gobelins qui proposent un cursus là-dessus. Je crois qu'il y a une ou deux autres écoles qui proposent ce genre de choses. Sinon, c'est des BTS audiovisuels qui existent. Mais moi, à la base, je suis historienne du cinéma. D'accord. J'ai un Master 2 en histoire du cinéma avec une spécialisation production. Et je voulais à l'origine faire un doctorat sur la réception de l'animation japonaise en France et le pourquoi de son succès.
Et on m'a un peu fait comprendre que les mangas, c'était pas très sérieux. Ah, Donc, je leur ai fait un gros doigt et je suis partie travailler en prod. ok. Non, c'est bien l'université, mais allez pas à l'université, les gens. En tout cas, pas à Paris 1. N'allez pas à Paris 1, c'est pas bien Paris 1. Allez à Paris 3 et Paris 8, ils sont bien, eux. Et comment je suis rentrée dedans, j'ai réussi à choper un stage d'assistante de production. D'accord. Et à la fin du stage, on a fini par me dire, mais en fait, irait plus vite pour nous de te garder que de reformer quelqu'un au poste, vu que c'est un poste qui est quand même hyper polyvalent. Mhm. Donc autant te garder, c'est comme ça que je suis rentrée dedans. D'accord. Purée, mais c'est vrai que c'est assez marrant de voir comment t'as pu quand même passer d'un... T'étais donc en doctorat, là, t'avais quoi comme diplôme? Un master? J'ai un master 2. T'avais un J'ai master raté le 2. master 2 du coup. Et c'était quoi l'intitulé exactement de ton master? Ça date, je sais même plus. Je crois que c'était production cinématographique, histoire et production cinématographique. Ok, bon. Donc voilà, il y avait quand même des choses en lien avec la production, t'es pas venu Ah juste en oui, pur oui. touriste, d'accord. Non, j'avais une petite formation sur comment faire un plan de financement, tout ça, D'accord. mais on travaillait pas du tout sur le dessin animé et c'est quand même extrêmement différent du live, ce qui fait Ouais. que même un plan de financement d'une œuvre d'animation, surtout une série d'animation, parce que moi j'ai travaillé jusqu'à présent que sur des séries, ça n'a rien à voir avec le plan de financement d'un long métrage live. Ah, c'est clair. Et- C'est clair. Mais d'accord, et donc ça n'a pas été trop dur pour toi de trouver ce premier stage Un peu. Après, on est moins nombreux quand même Enfin, il y a moins de postes en production, mais on est aussi moins nombreux à postuler. D'accord. Et les gens que j'ai croisés pour l'instant, qui étaient assistants et chargés de production comme moi, viennent soit de BTS audiovisuel prod, soit on fait des écoles de commerce ou de communication en fait. Ok. Ça arrive aussi qu'il y ait des assistants réals ou des directeurs artistiques ou des directeurs techniques qui aient changé de voie et qui soient passés en production. Je sais pas pourquoi ils sont maso. Ah écoute, il faut des gens comme ça de toute façon. Hein. Il en faut, sinon on serait dans la merde. Hein. Ok, ok. Alors, du coup, si je comprends bien, là, tu es actuellement donc dans la série d'animation 2D ou 3D? Pour l'instant 2D, mais j'ai démarré en faisant de la 3D et D'accord. j'essaie de me tenir à jour globalement de tout ce qui se fait en 3D en logiciel, donc je peux bosser indifféremment sur de la 2D 3D, je connais bien les pipelines. Ok. Et je pense aussi que c'est intéressant de mentionner, parce que nous on s'est rencontrés aussi par là, donc toi, on va dire les actions que tu fais en parallèle aussi, notamment avec les intervalles. Oui, voilà, les intervalles, c'est parti d'un constat bête, c'est que je voyais qu'il y avait un peu pas grand-chose dans nos milieux comme organisation, collectif militant. Il y avait Velma 2-3, mais ils sont anonymes. Mhm. Et ils font des actions vraiment centrées sur les droits sociaux immédiats, ce qui est super cool. Et ils font un boulot vraiment de ouf. Et moi, j'avais envie de travailler plus sur le fond et sur le long terme, sur les conditions de travail des gens et aussi sur le contenu des productions qu'on faisait. Parce que, il faut être honnête, j'étais et même je suis toujours un petit peu frustré Ouais. de ce qu'on propose en production quand on regarde en comparaison. On fait des longs métrages magnifiques Mhm. et en série, on produit pas des trucs de ouf quand même, majoritairement. Hein, Ouais. ça peut être très joli, ça peut être très bien pensé, mais souvent il y a très peu de développement de personnages, il y a très peu de lore. Et aussi, moi, un truc qui me tient très à cœur, c'est niveau chara design, c'est très plan-plan. D'accord. Et souvent, c'est très très stéréotypé aussi. Vraiment, les petites filles, elles ont des longs cils, elles ont des cheveux longs. C'est la version accessoirisée du petit garçon. Et dès que c'est des préados, elles sont gaulées comme des gamines de 20 ans. Je dis gamines, pardon, c'est des gens de 20 ans sont des adultes. Mhm. Et oui, du coup, je me dis, on pourrait faire vachement plus, on pourrait faire vachement mieux. En plus, on a quand même, à mon sens, un devoir de représentation, vu qu'on les 9 dixièmes de notre production en série sont faites pour des moins de 10 ans. Ah oui, clairement, hein, il y a presque un Et rôle on se pose... éducatif. Hein. Ah oui, totalement. Et on se pose pas la question. Mhm. J'ai l'impression que c'est pas un sujet de dire quel modèle on propose aux enfants, quel modèle on leur donne dans les dessins animés qu'on produit. Ok, donc toi, tu aimerais en tout cas essayer, via l'association en tout cas des intervalles, de militer ou en tout cas pousser pour que il y ait un peu plus de fond et qu'il y ait un peu plus de valeur, on va dire, plus actuelle et moins... Voilà, de réflexion sur ce qu'on produit. D'accord. Et aussi, c'est idiot, hein, mais de réflexion sur qui produit. Ouais. Parce que on est un milieu qui est pas très très diversifié, du fait du prix des études notamment. Mhm. Et à cause de ça, on produit toujours un peu les mêmes choses parce que c'est toujours un peu les mêmes profils qui ressortent. Ouais. C'est des gens
De la même manière, c'est des gens qui sont pas forcément très politisés ou très proches des milieux des syndicaux, parce qu'on est en milieu très jeune et que la nouvelle génération, dont la mienne, hein, moi j'ai 30 ans et ma génération se syndique très très peu dans les milieux de l'audiovisuel, et c'est un truc sur lequel il faut travailler aussi. J'en ai vu qui sortaient d'école et qui étaient prêts à accepter tout et n'importe quoi pour pouvoir rentrer dans le milieu, quitte à se faire marcher dessus. Ouais, ah bah oui, souvent c'est ça le problème avec les juniors, hein, clairement. Voilà, c'est acceptez pas des conditions de travail, parce que bon, ils vont vous dire en face, oui, bah si t'es pas content, je trouverai quelqu'un d'autre. Mais si on dit tous à un moment, non, ça c'est un emploi abusif, ou si c'est un stage abusif, si tout le monde le dit, bah à un moment ils vont peut-être se remettre à réfléchir dessus. Et plus on sera nombreux à grogner dessus, plus ça prendra de l'ampleur et on finira par être écouté. D'accord. Ok. Ouais, c'est pas non plus une injonction que je peux faire à tout le monde, parce que bah, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, et je peux comprendre, je l'ai fait pareil, hein, quand on rentre dans le milieu, qu'on n'a pas trop envie de se mettre en porte-à-faux ou de passer pour le rabat-joie ou l'énervé de service. Ouais, c'est sûr. Mais à un moment, comme tu dis, il faut être au courant au moins des droits, de nos droits en fait. Voilà, c'est à minima savoir quels sont nos droits, savoir où s'arrête la liberté des entreprises, et savoir un petit peu justement où est-ce qu'on arrive à de l'abus. Après, vous n'avez pas envie de vous énerver, vous n'avez pas envie de vous battre, ça je peux comprendre, mais au moins le savoir. D'accord. Et du coup, toutes ces infos justement par rapport au droit du travail et tout, on peut les retrouver sur un site par exemple des intervalles? Alors, il y a la convention collective, mine de rien, qui est très très complète, qui est en fait le droit du travail dédié aux intermittents du spectacle de l'animation. C'est vraiment spécifique au milieu de l'anime. Alors, tout n'est pas parfait dedans, parce que c'est coécrit avec les syndicats de l'audiovisuel, qui ont très peu de personnes qui font partie du milieu du dessin animé et de l'animation. Donc, c'est des gens qui votent un peu nos droits sans trop savoir quels sont nos métiers. C'est super pratique. Mais c'est quand même un support très utile. Il y a les grilles de salaire dessus, il y a les droits sur les tests, sur les périodes d'essai, sur comment on peut quitter un travail ou se faire virer, les limitations. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'infos dedans. Et ça, la version, je crois, la plus à jour est en ligne sur les intervalles. Je crois que je l'ai mise dessus. D'accord. Dans tous les cas, moi, je mettrai un lien dans la description pour qu'au moins, voilà, les étudiants puissent un peu se jeter ça. Ça peut être pas mal. Donc à côté, j'avais commencé à faire une série de tutos. J'en ai fait un déjà pour les tests, pour que les gens sachent du coup les limites légales des tests. D'accord. Parce qu'on entend parfois des choses. Ah, j'ai passé une semaine de test. Je dis, quoi? Vous avez travaillé une semaine gratis en fait là. C'est juste. Ou parfois des productions qui ont récupéré le contenu des tests et l'ont réutilisé directement sur la prod. Ce qui, pareil, est complètement illégal. Ah oui, clairement. On n'a pas le droit de faire ça. Ok. Le test, ça doit vraiment être extérieur à la production pour s'assurer qu'une personne peut convenir à un poste. C'est pas obligatoire. Voilà. Donc, prenez bien le temps. Ça paraît, je vous mettrai le lien. Allez, check ça. Au niveau des tests, regardez quelles sont les limites. Ça mange pas de pain, c'est rapide à lire, promis. Ce sera toujours utile. Ok. Alors du coup, vu que tu as parlé de tests, je pense qu'on peut rentrer dans le sujet. De ce que tu as pu voir du coup dans ton expérience, comment se passent les processus de recrutement du coup donc dans la série, on va bien rester là dans le cadre de la série télé, donc 3D et animation 2D. Ça dépend beaucoup des studios et de la taille déjà du studio et de qui on a la réalisation. De la taille parce que dans un gros studio, on peut avoir une personne chargée de tout le recrutement. D'accord. Ou on peut avoir quelqu'un qui a en fait plus de temps. Ça peut être le ou la directrice de production, comme ça peut être le ou la productrice exécutive. Donc la personne au-dessus qui est là dès le développement de la série, qui n'est pas le producteur, qui n'est pas le CEO de la boîte, mais qui est là dès le développement de la série pour la vendre aux chaînes et pour faire en sorte de la mettre sur les rails de la production. Et dans des plus petits studios, ça peut être là où le chargé de prod, mais ça peut être aussi directement du bouche à oreille, ou en sachant que le bouche à oreille, ça va du chef de poste au producteur. Hein. Ça peut être le producteur qui dit « embauche mon copain, il est bien », ou le réalisateur, ou le chef anime qui dit « tiens, lui, j'ai bien bossé avec, embauche-le ». Et c'est vrai que là, moi, à côté, si c'est les techniciens qui sont censés être les plus professionnels sur ces sujets qui me disent « cette personne est bien », oui, forcément, je peux pas dire grand-chose. Clairement. Et ça a ses avantages, parce que du coup, on peut découvrir de nouveaux profils d'une prod à l'autre qui sont super cool, mais ça a aussi un inconvénient, surtout un inconvénient vraiment principal, et c'est un peu l'iceberg, c'est que ça fait des boys clubs. Les boys clubs, c'est des regroupements
majoritairement d'hommes du coup, qui vont bosser entre eux, qui bossent bien entre eux, et ils ont une bonne énergie, c'est cool, il n'y a pas de souci s'ils bossent bien entre eux. Le problème, c'est que ils bossent que entre eux, et il y a un entre-soi qui fait qu'ils vont pas ouvrir les portes à d'autres profils, à d'autres personnes qui pourraient être aussi bien dans les équipes, parfois même peut-être mieux. Ça arrive que les gars ils embauchent leur pote, et en fait le pote, c'est pas forcément le plus compétent pour le poste, et ça fait que ça tourne un peu en rond à force. Tourne un peu en rond, on voit ça se renouvelle pas, et ça participe aussi au contenu qui sont pleins de biais de perception. Oui, forcément, ouais. Comme la plupart de nos réalisateurs en anime, je sais qu'ils font un boulot de ouf, mais c'est majoritairement des hommes blancs qui ont plus de la quarantaine. Et écoute, tous les profils de chef de poste, de directeur technique, de directeur artistique, c'est quand même beaucoup des hommes. Ouais, parce que ça tourne en boucle. Ouais, donc toi tu veux dire que déjà même par rapport aux origines culturelles, au background de la personne qui est derrière les idées en fait même de ce qui va être produit, si à chaque fois c'est à peu près le même background, forcément on aura à peu près le même contenu, quoi. D'accord. Ça veut pas dire qu'ils vont tous faire du mauvais taf, moi j'en ai eu des très bien, mais par moment... Statistiquement en tout cas on va dire... Statistiquement on dit j'aimerais bien voir d'autres profils, et peut-être que ces autres profils ont quelque chose de plus à m'apporter ou quelque chose de différent que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, ne serait-ce qu'artistiquement parlant. Ok, je vois. Et du coup, donc moi, si je suis un jeune candidat donc qui sort d'école, comment moi je peux faire, par quel procès je vais passer pour voir travailler, par exemple, en tant qu'animateur, disons. On a 2 groupes Facebook principaux où passent quasiment toutes les annonces de travail qui sont postées, parce que parfois c'est vraiment juste du bouche à oreille. Moi, typiquement, mon poste chez Monello, je l'ai eu j'ai été recommandé par un collègue et c'est comme ça que je l'ai eu. Parfois, il n'y a même pas d'annonces qui sont passées, ça arrive. Donc, n'hésitez pas à faire de la candidature spontanée. Ouais. Ça mange pas de pain en vrai, et c'est toujours utile. Et parfois, on tombe sur un bon profil, et même si on vous prend pas sur le moment, on se dit celui-là, c'est vrai qu'il... Là, j'ai pas de poste pour lui, mais peut-être à l'avenir, je le rappellerai parce que j'aime bien son profil. Okay. Et quand il y a des annonces, donc c'est sur l'un des deux principaux groupes Facebook, donc Boulot Anime et je bosse dans l'animation et le jeu vidéo. Je crois que c'est on dit JBDA la plupart du temps. Qui sont des groupes privés, mais il suffit que quelqu'un vous coopte qui est dedans pour que vous puissiez y rentrer assez rapidement. Et sinon, il y a LinkedIn, malgré tout, il y a quand même pas mal d'annonces. Et de temps en temps sur profil culture et la FJV, alors c'est vraiment beaucoup moins fréquent, et la FJV est vraiment beaucoup plus axée jeux vidéo. Ouais. Ça arrive. Ok. Et du coup, quand ils vont envoyer leur candidature, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a... tu as parlé de tests. Est-ce que les tests sont obligatoires ou ça dépend des cas de figure? Non seulement ils sont pas obligatoires, mais ils sont même pas forcément précisés dans les annonces de recrutement. C'est mieux de le préciser, moi je trouve, c'est quand même plus honnête, mais parfois ça se fait dans un second temps. Si on trouve aucun profil qui, comme ça, correspond à ce qu'on cherche, on se dit on va faire passer des tests aux gens pour déterminer le profil qui sera le plus apte pour le poste en question. Après, le test a tendance à prendre un peu la place parce qu'on a des contraintes de production qui font qu'on a des temps de fabrication parfois vraiment de plus en plus réduits, et le test prend souvent la place du temps d'essai en fait. D'accord. Plutôt de dire je vais prendre une personne et puis au bout d'un mois je verrai si je la garde, si je prends quelqu'un d'autre. On espère, parce que c'est pas vraiment réaliste, mais on espère via le test d'avoir un aperçu suffisamment complet de la personne pour se dire ok, celle-là c'est bon, je la garderai, j'aurai pas besoin de refaire des recherches et de relancer un processus de recrutement dans un mois si ça va pas. Ouais, non mais c'est clair qu'en plus de toute façon vous avez déjà, enfin les productions n'ont pas non plus un luxe de perdre beaucoup de temps dans le recrutement, donc c'est vrai que des fois il faut aller à l'essentiel, et dès qu'on a une lueur d'espoir du potentiel, on va pas perdre de temps à aller tester encore ailleurs, quoi. Ouais, mais je trouve ça un peu c'est un peu trompe-l'œil, parce qu'il y a des gens qui se débrouilleront pas bien en test pour 1000 raisons, parce que ils peuvent pas venir sur place, ils ont pas le matériel le plus adéquat ou le plus confortable chez eux, parce qu'ils ont stressé, et ouais, c'est vrai. Et Dieu sait que moi-même en entretien, on peut être hyper stressé alors qu'on a un super profil. Et du coup, on peut rater un test tout en étant un très bon travailleur ou une très bonne travailleuse. Et à l'inverse, on peut avoir des gens qui sont hyper au taquet sur le test, en fait, qui te font un super sprint en une journée, puis tu te rends compte que le marathon de la prod, donc le tenir 2-3 mois, en fait, au bout de 3 semaines, ça tient plus la route. Ouais, c'est vrai. Ça, on peut pas prévoir, mais moi, je suis pas une fan des tests. Je vois ce que tu veux dire, en fait, parce que c'est vrai qu'en plus, à distance, ça ne reproduit pas exactement des vraies conditions de prod. Ouais. Puis même sur place, il y a des tests sur place aussi, mais dans des conditions de production, il faudrait que les gens aient pu d'abord se familiariser avec la série, vraiment en amont, qu'ils puissent poser des questions pendant le test. Et moi, je conseille aux gens, n'hésitez pas à envoyer, si vous n'êtes pas sur place, ou même si vous êtes sur place, à contacter la personne
avec qui vous êtes en contact sur la prod et dire là j'ai des questions sur le test, même en cours de journée, franchement, faut pas hésiter. Mais toutes les productions vous proposeront pas de base de le faire. Ouais. Il y en a qui vont vous laisser vous dire bon bah voilà, t'as tout le matos, bon courage, j'attends ton retour ce soir. Ok. Mais c'est pas parce qu'ils ne l'ont pas dit qu'on ne peut pas s'autoriser à aller poser des questions. Voilà. Par contre, bah, c'est vrai que quand les gens ont passé le test et qui sont pas pris, c'est parfois un peu compliqué de leur expliquer un à un pourquoi. Enfin, j'ai pas forcément, ou la personne en charge de recrutement a pas forcément le temps d'aller voir la personne qui a checké les tests et de faire un petit listing sur son carnet et de dire ok, j'en ai fait passer, disons 10, j'ai 10 tests, fais-moi un petit topo sur pourquoi ils sont pas pris les 10, on n'a pas le temps. Ouais. C'est triste, hein, mais on n'a pas le temps, et si on vous dit qu'on a trouvé un profil plus adéquat, ça veut pas dire que vous êtes mauvais, ça veut juste dire que on a peut-être trouvé quelqu'un dont le style collait plus ou qui avait une meilleure connaissance du logiciel. Ça veut vraiment pas dire que vous êtes nul, quoi. C'est vraiment, on vous refuse un taf et ça va être l'intermittence, hein, donc on se voit tout le temps refuser des tafs, mais en chargé de prod aussi, on est aussi intermittent nous, donc on se voit aussi refuser du boulot. Et faut vraiment pas le prendre mal parce que juste on est nombreux sur le marché et on a des postes qui sont souvent assez courts, donc avoir un test refusé, ça veut pas dire que vous allez jamais en trouver. Ouais, des fois en fait c'est une question de timing, quoi, c'est juste ça. Oui. Là j'en ai vu un typiquement passer aujourd'hui pour un poste de directrice de production, donc moi ça pourrait m'intéresser en soi, mais c'était pour démarrer maintenant jusqu'à Noël 2021. C'est vrai que niveau timing, je suis sur foot de rue, ça m'arrange pas, alors que j'aimerais bien passer directrice de production. Mais je me suis dit non, là ça colle pas, et puis en plus c'est sur un temps très court. Enfin, pour mon poste, c'est un temps très court, 6 mois. Mais... Et du coup, je lui dis, non, ça, je ne postulerai pas. Tant pis, c'était une boîte qui m'intéressait, c'est dommage. Et ce sera pour une prochaine fois. D'accord. Ok. Et du coup, toi, quand tu vas du coup recevoir des candidatures, qu'est-ce que tu vas regarder en premier en fait? Le CV, moi, le portfolio? Je vais faire le premier tri avec le CV, avec le mail et le CV. D'accord. Parce que c'est pas moi qui choisis, pour des postes artistiques, c'est pas moi qui choisis qui va être pris, puisque je considère pas avoir les connaissances artistiques pour. Mais je vais faire un premier tri déjà, parce que faut savoir que, évidemment, on est un milieu très jeune, on a de plus en plus de juniors. Même si je poste une annonce en précisant que je veux des gens expérimentés, je vais pas les blâmer, hein, je vais avoir énormément de profils juniors qui vont m'envoyer un mail en mode je suis super motivé. Je fais oui, mais là, si je précise que j'ai besoin de quelqu'un d'expérimenté, c'est souvent pas pour rien. Donc je peux pas prendre de junior. Ça arrive souvent quand je prends du renfort en cours de prod et que j'ai besoin de quelqu'un qui soit au taquet en 2-2. Et oui, là c'est vrai que les profils juniors, essayez quand même, hein, on sait jamais, ça se trouve ça marchera super bien. J'en avais eu un sur les culottés où j'ai pris un animateur en plus, il sortait tout juste d'école. Et je cherchais plutôt quelqu'un d'expérimenté, et finalement lui sa démorée il était tellement ouf que je l'ai pris quand même. D'accord. Donc voilà, mais c'est pas moi qui ai choisi, du coup c'est les réalisatrices à la fin, mais j'ai quand même tiqué en me disant hey, il y a quelque chose, il y a quelque chose quand même. Donc je fais un premier tri où la plupart du temps je vois vraiment les profils qui sont pas adéquats, soit parce qu'il y a un manque de connaissances techniques, soit parce que il y a un style. Par exemple, si je veux quelque chose pour foot de rue qui est du semi-réaliste et que je vois un portfolio où il y a que du cartoon, je me dis, pas sûr que la personne sache s'adapter. Le cartoon, c'est très compliqué aussi, et c'est chacun, en fait, a vraiment une adaptation, un travail différent, et je sais pas si la personne sur du cartoon sera vraiment au taquet. D'accord. Et quand tu parlais de mail, qu'est-ce que tu vas regarder en fait dans le mail qui va te permettre de faire le tri en fait? Alors, ça se voit tout de suite si vous faites du copier-coller. D'accord. Mais genre tout de suite. À force, on a l'habitude, on en reçoit plein. Je fais non, mais oui. Puis souvent, il reste des coquilles, des petites erreurs, donc on voit que vous avez fait un copier-coller. On ne demande pas aux gens d'aller vérifier toute l'histoire du studio, mais à minima, lisez bien l'annonce avant de postuler. Comme ça, vous posez pas des questions, vous présentez pas des trucs qui sont hors sujet dans le mail. Quand vous dites je recrute pour du layout, tu dis ah oui, je suis aussi super motivé pour de l'anime. Non, je recrute pour du layout, je m'en fous. Après, les conseils que je donne là, c'est les miens, hein, et on n'a pas tous les mêmes en production. Il y a d'autres chargés de production qui vous diront peut-être non, au contraire, mettez tout ce que vous savez faire. C'est ça qui est un peu difficile, c'est que ça dépend vraiment de la personne sur qui vous allez tomber, et vous savez pas sur qui vous tombez. C'est ça qui est compliqué. Et moi, j'ai une réaction où je veux dire, je préfère un mail simple, carré, concis, où on dit voilà, j'ai vu votre annonce, j'ai tant d'expérience, je connais le logiciel, je suis dispo de temps à temps. Vous trouverez en pièce jointe mon portfolio et mon CV. Voilà, moi je préfère un truc court et efficace. J'ai pas besoin d'une longue lettre de motivation.
Surtout pour des postes qui sont artistiques, où j'ai pas... Si c'est un chef de poste, oui, je vais chercher peut-être des... des facilités de communication un peu plus importantes, que ce soit à l'écrit à l'oral, ou là, du coup, oui, un mail un peu plus rédigé, moi, ça va me taper dans l'œil. C'est vrai que si j'ai un layoutman ou un storyboarder qui me pond un magnifique roman, je m'en fous. Il sera super bien le roman, hein, mais en fait, pour le poste en question, ça me paraît pas primordial. Alors, donc, du coup, je veux dire, mettez pas trop d'efforts à faire une magnifique lettre fleurie. Par contre, à l'inverse, quand même, relisez-vous, prenez le temps de lire l'annonce et me mettez pas des emojis dans les mails. Alors, du coup, voilà, je pense que c'est là où c'est intéressant que je te montre, du coup, moi, le modèle que je leur montre pour que tu me dises, voilà, si c'est vraiment adéquat, parce que si ça se trouve, comme tu dis, là, je suis trop en mode, avec ce que je leur montre, quelque chose qui sort de l'ordre du roman et qui, pour un junior, il n'y a pas besoin d'autant détailler, en fait. Je hurle intérieurement devant le nombre d'onglets que tu as ouverts. Oh mon dieu. Ouais, ça c'est... Tu as fait fondre la calotte glaciaire à toi tout seul. Ouais, ça c'est un travail que je fais sur moi. Faire fondre la calotte glaciaire? Non, arrêtez justement avec tous ces onglets là, mais c'est dur. On peut faire des groupes, hein. Faites des groupes, moi j'en fais parce que si je suis pareil en vrai, si j'en ai 12 millions d'ouverts, c'est chiant. Mais là sur ton mail, oui, typiquement, alors, pour un stage, surtout pour un stage, c'est beaucoup d'efforts mis à l'écrit et dans la mise en page pour un mail. Ça peut dénoter d'une super motivation, hein, et c'est super, c'est vachement cool. Mais si j'en reçois 20 comme ça, je vais pas tous les lire. D'accord. J'ai pas le temps, surtout pour un stage. Les images, c'est toujours bien. Que ce soit en bannière ou vraiment visible rapidement, parce que ça peut donner, ça peut attirer l'œil en fait. Ça peut juste accrocher le regard et dire ça c'est pas mal. Et sinon, moi je dirais, nommez bien, ça peut paraître bête, hein, mais nommez bien vos documents. Et quand vous avez typiquement CV, mettez votre nom dans le CV. Si j'en reçois 40, c'est un peu compliqué. Pareil pour le portfolio. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si, j'en ai vu plusieurs qui le font. Alors peut-être que ça peut paraître que dalle, mais le CV en JPEG, c'est pas une bonne idée. Ah oui, le CV PDF, ni dans le corps du mail ni en JPEG, c'est pas une bonne idée parce que vu que c'est un JPEG, je peux pas zoomer dedans, ça va pixeliser en moins de 2. Je peux pas sélectionner du texte pour le montrer, pour prendre mes notes. Après, c'est pas pratique du tout. Et il n'y a pas de lien cliquable. Et ça, c'est toujours un gros plus sur un CV. C'est quand vous avez soit un ArtStation, un Instagram, un WordPress, un Wix, ce que vous voulez, et un LinkedIn, c'est que je puisse cliquer directement dans le document ou dans le mail. Mais il faut que je puisse l'avoir rapidement. Si j'ai 42 000 clics à faire et qu'il faut que je note 20 mots de passe, ça va être un peu compliqué. D'accord. Ok, ça c'est bon. Après, les mots de passe, je comprends bien hein, pour les démo reels que c'est bien d'avoir un mot de passe pour... parce qu'il y a certains éléments dedans que parfois vous n'avez pas le droit de montrer en public, tout ça. Et dans ce cas-là, mettez bien le mot de passe visible, que je puisse vraiment le retrouver rapidement. C'est vraiment pour nous en prod, enfin, c'est vraiment une belle question d'efficacité. Hein. Ça peut paraître idiot, mais il faut, quand on reçoit beaucoup de candidatures, il faut qu'on puisse s'y retrouver très vite. Que ce soit dans le mail, dans le CV, dans le portfolio. Ok, c'est bon à savoir ça. Donc typiquement, par exemple, tu vois, dans le mail ici, ce qui serait juste intéressant pour toi comme information, c'est le nom, le prénom, qu'est-ce que je veux, et mes disponibilités, en fait, ça suffirait largement. Comment on a vu l'annonce, ce qui nous a intéressé dedans, viteuf, et puis si on a des expériences similaires, soit sur le type de production, par exemple de la 2D, ou sur le format de série, soit au poste même, dire je connais bien ce poste-là, on peut le mettre en avant dans le mail, ça mange pas de pain. D'accord. Moi-même, je le fais quand je postule, hein, je remets dans le mail, si je postule à une, je sais pas, de la série 2D Flash, je vais dire dans le mail, j'ai déjà bossé sur des séries 2D Flash, donc je connais. C'est bien ça peut être bien de le rappeler dès le début, mais oui, pas besoin d'écrire des tartines et des tartines. Hein. Ok, donc ouais, peut-être j'essaierai de proposer un style un peu plus concis, mais au moins voilà, je pense avoir déjà... Il y a des similarités entre les retours que la plupart des gens me donnent, et effectivement peut-être réussir à transmettre ces infos clés de manière encore plus limpide, plus simple, pour que vous, ça vous facilite la tâche, quoi, que vous irez tune, ok, c'est bon, allez, on envoie. Ok, ça marche. Et oui, puis dans le corps du mail, quand vous écrivez, vous savez pas qui vous avez en face, mettez-vous en fait, à la place de la personne en fait, qui va recevoir le mail. Ouais. Et on reçoit plusieurs par jour quand on recherche un poste spécifique, et qui du coup ne vous connaît pas, et même si notre milieu passe un peu pour un milieu de bisounours, en mode on est tous potos, moi c'est vrai que mettre des petits emojis shrugs à la fin de mail, comme j'en ai déjà reçu parfois, en mode ouais, s'il n'y a pas de place, tant pis. Ça donne pas envie de t'embaucher, gars. Hein.
c'est... Je demande pas que vous voyez, que vous m'appeliez, enfin, je sais pas, des grands sérénissimes ou quoi. Mais il y a un juste milieu à trouver. Et bah, c'est quand même votre futur employeur que vous avez en face de vous. Alors, on peut avoir un ton un peu casual, un peu nonchalant. Mais ouais, moi, il y a des trucs que j'éviterais quand même. Genre, les emojis. Il y en a en plus, j'en vois, où c'est des emojis vraiment écrits en lettres et en chiffres à l'ancienne, à la MSN. Pour ceux qui ne connaissent pas MSN, car vous êtes trop jeunes, restez dans l'ignorance, ça va vite. Sombre affaire, sombre affaire. mais par contre, est-ce que tu penses que les emojis dans, par contre, le mail, l'objet de mail, alors quand je parle d'emoji, je parle plus de symboles, c'est-à-dire par exemple un symbole d'alerte ou un symbole pour attirer juste l'œil du recruteur en fait, avec peut-être un titre en majuscule, par exemple concept artiste, stagiaire, à l'attention de monsieur, et tu mets juste 2 gros points d'exclamation. Est-ce que ça pourrait être intéressant? Point d'exclamation, je dirais pas parce que moi j'ai pris des cours de communication non violente et à l'écrit, ça peut mal passer parce que l'écrit en fait c'est comme on n'a pas le langage corporel de la personne en face, ça peut très vite être mal interprété et les points d'exclamation ça peut faire hyper agressif. Par contre mettre des petits logos pour attirer le regard ou jouer avec les fontes, mettre du caps lock parfois pour avoir un titre un peu plus gros, ça oui carrément. D'accord. Et même faire un CV qui reste, moi j'aime bien un CV qui soit concis et clair, mais qui puisse être un peu ludique ou n'hésitez pas à mettre des petites flèches pour dire c'est là que j'ai bossé, à mettre le logo du soft que vous utilisez avec le nom. Oui, ça oui, c'est vrai. Des fois les gens estiment que juste en voyant le symbole, vous allez savoir à quoi ça correspond. Je pensais tous les connaître et c'était sur une précédente production où je suis tombée sur des trucs, je disais qu'est-ce que c'est que ce soft, je ne connais pas du tout, du coup j'ai dû en fait récupérer l'image et faire une recherche Google Images D'accord. pour trouver ce que c'était. Mais oui, donc partez du principe qu'on peut être des gros noobs en technique, hein. C'est pas forcément le cas, mais on s'y connaît pas forcément tous de ouf, donc si vous mettez juste le logo, parfois ça peut être un peu léger. Pareil, les jauges de connaissances des logiciels, surtout quand on est junior et que on n'a pas forcément beaucoup d'expérience pour s'auto-juger. Ouais. Moi, je mettrais plutôt juste bonne expérience, un peu comme les langues en fait, où je connais un peu, je connais très bien, je connais parfaitement sur le bout des doigts. C'est souvent plus clair qu'une jauge où parfois je vais être là, oui, mais moi, c'est pas sur les mêmes postes, typiquement en 2D, sur Toon Boom Harmony. Si vous mettez juste une jauge avec genre je connais très bien Harmony, je fais ok, mais tu connais très bien Harmony, pourquoi? Pour du layout, pour de l'animation, pour de la puppet, enfin du rig. Pourtant c'est le même logiciel, hein, mais ça va pas être forcément la même connaissance que vous en aurez. C'est surtout en plus que moi, tu vois, je déconseille encore plus ça, ce genre de notation, parce que tu es junior, donc je pense que des fois tu manques de recul pour savoir quel est vraiment ton niveau. Et moi je pense que ça serait juste humble de dire ce que tu sais faire avec, mais si on veut voir ton niveau, c'est ta démo reel ou ton portfolio qui va le montrer, quoi. Voilà, et juste mettre bonne connaissance et préciser quand c'est des logiciels qui servent à plusieurs postes, préciser ce que vous savez faire dessus, quoi. Ouais. Typiquement, Toon Boom Harmony ou Flash, préciser, moi dessus je fais de l'anime, du layout, ou que de l'anime, ou que en Toon Boom Harmony j'ai des chara designers aussi qui font des turns dessus. Je fais super bien du chara design sur Toon Boom, ou je fais que du rig, je fais des squelettes comme ça sur Toon Boom, ça marche aussi. Ouais, voilà, mais faut pas hésiter à être précis dans ce qu'on fait dans le logiciel. Ok. Écoute, là déjà il y a pas mal de conseils je pense pour eux, et encore une fois voilà, ça reste à peu près, tu vois, que ce soit dans le milieu du jeu vidéo ou de l'animation, il y a quand même des similarités qui reviennent à ce niveau là. Maintenant on a parlé un peu aussi des entretiens. Les entretiens, comment ça se passe? Est-ce que tu sais, c'est comme les trucs classiques, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, présentez-vous, pourquoi vous et pas un autre? Les faiblesses, on sait très bien que tout le monde va dire qu'ils sont trop perfectionnistes. Moi aussi, je l'ai dit, hein, donc c'est normal. Non, en vrai, moi, l'entretien, c'est vraiment plus pour voir le feeling avec les gens. Ouais. Parce que je vais voir le portfolio de la personne et potentiellement son test pour voir ses capacités techniques et artistiques. Mais travailler en équipe, parce qu'encore une fois, le dessin animé, c'est un travail d'équipe, il faut qu'il y ait un feeling un petit peu avec les gens, à se dire, bon, est-ce que je me retrouve face à quelqu'un qui va regarder ses pieds, qui va pas être... après, les gens sont parfois stressés, c'est vrai, en entretien, mais avec qui je vais pas me sentir bien, ou est-ce que je vais avoir quelqu'un où il va y avoir un bon feeling? Ce qui fait que souvent, les entretiens, je les fais passer avec les chefs de poste et le réalisateur. Réalisatrice quand j'en ai. Donc, ça fait que on rencontre les gens, et soit on fait tous ensemble, soit on fait chacun dans son côté, et après, en fait, on recoupe nos impressions
pour dire, bah voilà, moi, ce que j'ai ressenti par rapport à cette personne, tout ça. Donc, en vrai, quand vous venez en entretien, soyez naturel, j'ai envie de dire. On n'est pas là pour vous juger à proprement parler, on est là pour voir si le courant peut bien passer ou pas. D'accord. Mais du coup, Et ça va être il y une en a où ça passera conversation. pas, hein, et pareil, c'est pas grave. Au final, ça va être une conversation où vous allez parler de quoi, grosso modo? Bah, un peu de tout, de ce qu'ils ont envie de faire, est-ce qu'ils se sentent confiants pour ce poste. Après, bah, c'est pareil, moi, je parle pas de la même manière, par exemple, aux juniors et aux confirmés, de la même manière que je parle pas, je vais pas interroger un homme de la même manière qu'une femme. Hmm. Parce que ça, à force, on s'en rend compte, il y a beaucoup de syndrome de l'imposteur chez les filles Ouais, qui se sous-estiment énormément et qui d'accord. vont dire non, 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 je sais pas faire, alors qu'en fait, tu les pousses un peu et souvent, elles sont aussi, il n'y a pas de raison, hein, elles sont aussi capables que leurs collègues masculins. Alors que bah, les mecs vont avoir beaucoup plus confiance en eux et c'est cool. Et moi, j'ai envie que les meufs aient aussi confiance que ça. D'accord. Ce qui fait que je vais pas les interroger et faire l'entretien de la même manière avec les uns et avec les autres. C'est Ok. pas pour les piéger les gens, c'est au contraire pour essayer de faire ressortir ce qu'ils ont ce qu'ils ont vraiment d'efficace en eux. C'est vraiment leur talent, leur profil. J'ai envie de voir ce dont ils sont capables. D'accord. Ok. Ouais, donc si on doit résumer, au final, ça va être de la C'est une discussion, présentation, ouais. une discussion et juste montrer, voilà, qu'est-ce que vous savez faire concrètement, essayer de le décrire. Voilà. Ok. Et Après, vous je n'êtes pense. pas obligé de venir tirer à quatre épingles, hein. D'accord. Moi, je suis chargée de prod, j'ai le crâne rasé, je suis pleine de tatouages, je vous jugerai pas. Et en vrai, il y Hmm. a très peu de gens dans l'anime qui vous jugeront là-dessus. Là, pour le coup, on est un milieu qui est assez détendu sur le code vestimentaire. Bah, je pense ouais qu'à ce niveau-là, de toute façon, si des fois les gens ont des doutes, ce qu'ils peuvent faire, c'est des fois regarder le site internet de la boîte, où vous voyez comment en fait dans les équipes ils sont habillés, quoi. Et vous Oui, verrez que. voilà. Les gens, ils sont en jean t-shirt, hein. Ouais. Vous n'êtes pas, peut-être pas habillés en kigurumi à l'entretien d'embauche, mais bon, sinon, en vrai, ça passe très bien, hein. Ouais. Et puis en plus, en ce moment, bah, avec la pandémie, on embauche des gens parfois en faisant juste une visio, qu'on vous voit pas en vrai. Donc vous pouvez être en caleçon, on verra pas sous la caméra, on s'en fout. Hmm. Ok. Ok. Et de toute façon, ouais, pareil. Donc c'est là où vous allez aussi discuter pour savoir si la personne est à l'aise pour travailler à distance aussi, parce que c'est vrai que le distanciel, c'est quand même Ça marche pas maintenant. pour tout le monde, c'est Voilà, vrai. c'est ça. Il y a. Et puis tout le monde n'est pas dans les conditions matérielles en fait pour travailler à Hmm. distance. Là, je trouve que c'est plus un travail du studio pour le coup. Il y a des gens qui choisissent d'être tout le temps en télétravail. Ça arrive souvent pour les storyboarders et pour les travailleurs qui ont de la bouteille et qui ont, quand c'est dans les grandes villes comme Paris, qui ont quitté Paris et qui travaillent entièrement de chez eux parce que bah, ils veulent avoir à la maison les enfants, le labrador et que bah, à Paris c'est pas possible. Je peux pas leur en vouloir. Ouais. Et, mais c'est ça que sinon, sur le télétravail, quand on est junior, là, on n'a pas trop le choix en ce moment, mais moi, j'aurais tendance à dire, venez travailler en équipe d'abord, parce que ça vous aidera justement à mieux comprendre le travail des autres, parce que bah, c'est bien aussi de savoir ce que font vos collègues, pas forcément au même poste, mais de voir comment tout s'articule, Et clairement. de vous entraider. Et puis bah, moi j'en vois aussi qu'on parle surtout autour de Paris, autour de Lyon, qu'on pas les conditions matérielles pour bien travailler à distance. Ouais. Vivre dans moins de 20, voire moins de 25 mètres carrés, je trouve, c'est pas confortable. On n'a pas un vrai bureau, on est comme ça sur sa santique chez soi pour travailler. Vous allez vous péter le dos, vous allez vous péter la santé. Et n'hésitez pas, même si, que ce soit en ce moment, de manière générale, demandez tout de suite s'ils prennent que sur place ou en télétravail. Et s'ils prennent en télétravail, il faut que l'entreprise soit à minima en mesure de vous prêter les logiciels. Vous n'avez pas à amener vos D'accord. propres logiciels. Ok, là tu fais bien de le préciser aussi. Hmm. Et en pleine pandémie comme celle-là, normalement, normalement, si l'entreprise est quand même un peu humaine, elle vous prête le matos, le hardware, parce que tout le monde n'a pas un gros PC chez soi pour faire tourner, je sais pas, ne serait-ce que des décors de 2 gigas, hein, ça peut être lourd. Ouais. Et même des chaises, n'hésitez pas à demander est-ce que je peux embarquer une chaise de bureau. Moi, le casque là, c'est celui du studio parce que j'en ai pas et que je dois faire des visios tous les jours. J'ai de la chance d'avoir un PC de gamer et un appart suffisamment grand moi, pour pouvoir bosser tranquille. Mais j'ai des amis qui ont fait le premier confinement dans leurs petits apparts là pour le coup de moins de 20 mètres carrés et travailler à temps complet. Pas à mon poste, mais à d'autres postes de pré-prod. Et après le premier confinement, soit ils ont déménagé, soit ils ont dit non, non, mais en fait, tant que ça dure, moi je peux pas travailler à distance comme ça, j'irai que sur place où je ferai un mi-temps. Mais et si vous choisissez le télétravail, pensez bien à votre santé mentale et psychologique. On a tendance à le sous-estimer, mais c'est très important. Ouais, clairement. Vraiment. De toute façon, là, on le voit avec maintenant ce qui se passe avec les étudiants justement qui sont à distance, qu'il y a du décrochage, et commencer une expérience en fait professionnelle comme ça risque des fois même de vous dégoûter du monde du travail. En tout cas, dans l'animation, et ça serait dommage, quoi. Donc, oui, parce qu'on voit pas les gens. C'est plus dur aussi de former quelqu'un à distance, hein. Même quand vous sortez d'école, normalement, il y a une certaine connaissance des logiciels, de comment ça se passe et tout. Mais en vrai, sur les
les 2 premiers tafs, on apprend, on finit notre apprentissage en studio, et c'est vrai que faire ça à distance sans voir personne de la journée, je parle à mon chat quand j'ai pas une visio parce que je vois personne. Ouais. C'est dur, en vrai, ça peut être dur. Alors aussi, moi je pense aussi que ça c'est intéressant, il faudrait quand même que, tu vois, quelqu'un qui vient en entretien vienne avec des questions sur tous ces critères-là, tu vois, dont on vient de parler. Et la question aussi que j'avais posée, c'est est-ce que aussi l'entreprise peut des fois aider pour le logement? Quand je dis aider, au moins donner des bons plans, des bonnes adresses. Alors ça arrive quand c'est dans des petits regroupements de villes. Je sais qu'il y a plusieurs studios, typiquement à Lille, à Roubaix, à Tourcoing, qui filent des bons plans, qui s'échangent un peu des tips. Angoulême a un groupe dédié à ça sur Facebook qui s'appelle Campus Angoulême, je crois, où c'est des petites annonces et où en vrai c'est les étudiants et intermittents qui se filent des bons plans de coloc, d'appart qui se libèrent. Moi j'ai vécu 1 an là-bas et c'était vraiment un groupe très très utile pour beaucoup de gens. Mais, limite d'utilité publique, quoi. C'est assez impressionnant. Après, typiquement à Paris, non, on n'en a pas. Ok. À Paris, c'est un peu chacun pour sa pomme, malheureusement. Et dans d'autres villes comme Bordeaux, Montpellier, Lyon, Valence, je sais pas trop comment ça s'organise. À Timto, à Valence, ouais, on avait quand même, on avait vraiment Timto qui nous aidait en tout cas et qui pouvait nous recommander aussi. Et sinon, il demandait à d'autres personnes. Si des fois, voilà, le temps que tu trouves vraiment un logement sur place, tu avais un ami qui pouvait, pas un ami, mais en tout cas un futur collègue de travail qui pouvait t'héberger quelque temps, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça c'était cool. Hein. Ça c'était plutôt cool. Parce que c'est vrai que dans les villes qui sont pas immenses, Valence c'est pas grand. Non. Et Angoulême non plus, on se rend pas compte parce que c'est des gros spots de dessins animés, mais c'est pas des grandes villes. Et c'est moins le rush, c'est moins, ça coûte moins un rein qu'à Paris ou à Lyon. Mais c'est pas forcément pour autant évident de trouver un appartement. Surtout quand on arrive en cours d'année, à l'équivalent de cours d'année scolaire, parce que tous les apparts sont loués déjà. Ouais. Il n'y a pas un marché florissant et débordant d'appartements. Par contre, ce que vous pouvez demander aux entreprises, c'est si elles filent des tickets repas. D'accord. Toutes le font pas, mais c'est toujours utile à savoir. Si elles remboursent partiellement les transports. Parce que à partir du moment où vous avez un abonnement de transport en commun, on peut vous rembourser. Alors je ne sais plus à quelle hauteur. Pour le coup, ça c'est une tâche dont je ne m'occupe pas, donc je ne sais plus à quelle hauteur c'est. Pareil, demandez mais un truc bête, mais si vous venez à vélo, en scooter, si un coin pour vous garer. C'est ça aussi, la vie en entreprise, c'est de savoir, concrètement, comment je fais pour me déplacer. Et n'hésitez pas à demander la question qui fâche, le salaire. En vrai, ça fâche pas. On vous le dira parce qu'on sait jusqu'à combien on peut payer les gens. Et selon les entreprises, il y en a qui payeront tout le monde pareil dans un souci d'égalité, quelle que soit du coup l'expérience des gens. D'autres qui vont le faire à l'expérience. Ça va dépendre un petit peu vraiment de chaque boîte. Et n'hésitez pas aussi, si c'est un entretien et qu'à la fin on vous annonce que vous êtes embauché, n'hésitez pas à demander quand est-ce que vous recevrez votre contrat. D'accord. Ne démarrez pas une production sans qu'on vous ait filé votre contrat. C'est très... En vrai, en plus, ça c'est pas pour moi, c'est pour vous protéger. Si vous n'avez pas votre contrat et que vous n'avez pas encore déclaré vos heures à Pôle emploi, parce que c'est la première fois que vous faites vos heures d'intermittence, tant que vous n'aurez pas votre contrat, vous ne pourrez pas prouver qu'il a une date de fin. Et donc, vous ne pourrez pas vous inscrire à Pôle emploi. Okay. Vous ne pourrez pas toucher l'allocation. Et l'allocation, contrairement à ce que j'ai déjà entendu, c'est pas Pôle emploi qui vous fait la charité pour les périodes de vache maigre. C'est un montant en fait qui fait partie de votre salaire. D'accord. Votre salaire, il est calculé en prenant en compte ce que probablement vous filez Pôle emploi derrière. Donc concrètement, voilà, c'est se tirer une balle dans le pied si on commence à travailler si on n'a pas le contrat signé. Si on n'a pas le contrat, ouais. Puis ça veut dire que vous avez aucune protection sociale si vous arrive un truc ou quoi et que, je sais pas, bêtement, vous venez en vélo, vous avez un accident en vélo en chemin, si c'est sur le temps de travail et que vous n'avez pas de contrat, ce sera pas l'entreprise, elle payera rien. Si vous arrive un truc au studio, comme, je sais pas, vous prenez un énorme coup de jus sur une ferme de rendu, je sais pas, ferme de rendu de la mort. Vraiment pas de chance, hein, mais ça peut Vraiment pas de chance, je sais pas. Mais vous prenez un énorme coup de jus, vous avez besoin d'être hospitalisé ou juste vous faites une commotion. Si c'est sur lieu de travail, c'est à l'entreprise de payer pour vos frais médicaux. D'accord. Et si vous n'avez pas de contrat, alors, les entreprises sont pas des monstres, la plupart du temps elles paieront quand même, mais c'est toujours bien d'avoir le contrat. C'est une preuve légale que vous y êtes, vous bossez là. Et c'est une preuve légale aussi que vous avez signé d'un nombre d'heures. C'est-à-dire que si vous avez signé pour un 35 heures ou un 39 heures par semaine, si vous finissez par avoir des problèmes avec l'entreprise,
ça arrive pas souvent, hein, mais que parce qu'on vous force, on vous pousse à faire beaucoup d'heures sup non payées, on dit non, moi sur mon contrat c'est marqué, j'ai tant d'heures par semaine, et si je fais des heures sup, elles sont majorées. Donc si vous voulez pas, et si vous menacez même de me renvoyer pour telle ou telle raison, on peut aller au prud'homme. C'est que des extrêmes hein, que je donne comme exemple, mais c'est important de les avoir, et ça fait partie des droits sociaux d'avoir son contrat de suite. Vraiment maintenant. Ouais. Et c'est aussi pour éviter qu'on vous fasse poireauter pendant des plombes. Par exemple, qu'on dise ah bah j'ai un poste qui se libère là, et puis bah, en fait la production elle est repoussée. Sauf que bah, si on vous a fait un contrat, on peut pas vous le repousser ad vitam aeternam. Et il y a des productions qui font ça parce que qui comme ça se sécurisent les travailleurs. Mais toi en attendant, t'es là de tourner les pouces derrière ton ordi, tu dis bah j'aimerais bien travailler et si vous avez rien signé, du coup vous pouvez aller voir ailleurs. Vous pouvez continuer à postuler ou quoi. Et la production vous fera moins poireauter si elle vous a fait signer un contrat. Après, c'est vrai, hein, c'est important en tout cas de le dire parce que souvent, quand on est junior, on dit ça y est, j'ai un travail. Je vais pas encore faire la fine bouche, je vais pas encore trop l'ouvrir. Mais en fait, si vous faites ça, vous prenez l'habitude à être sous-valorisé et exploité. Et plus vous avez accepté ça tôt, plus c'est compliqué après de faire valoir vos droits. Donc, certes. Mais même au-delà de faire valoir ses droits, psychologiquement, on prend des habitudes qui sont très très dures à faire sauter. Moi, j'en ai encore le côté métier passion où on a envie de montrer qu'on en a, qu'on n'a pas peur de faire des heures sup. Je bataille tous les jours contre. C'est une horreur. D'accord. Ouais, c'est vraiment pas évident de s'en défaire parce qu'on a envie de montrer qu'on est motivé, on a envie de montrer qu'on en a et qu'on veut faire du super boulot. Mais moi j'ai envie de dire, bah, tes heures sup, tu feras pas du meilleur boulot parce que tu vas être crevé. Ouais. Voilà. Ça va pénaliser les prochaines productions et tes collègues parce que la production, elle les compte pas les heures sup, donc elle va juste partir du principe que le boulot il est fait dans les temps. Oui, c'est ça. Si malgré le budget serré, le temps serré, les gens ils disent, arrivent. en fait ça marche. Bah oui, vous comptez pas toutes les heures sup gratuites que vous ont fait les travailleurs et les travailleuses, donc forcément ça passe. Et en plus vous allez pas livrer forcément du meilleur boulot, donc vous allez avoir plus de retech, donc travail supplémentaire. Pour les prochaines productions, vous allez pénaliser vos collègues et peut-être vous pénaliser parce qu'on va dire, bah regarde, dans le temps de la précédente prod, ça se faisait, donc il n'y a pas de raison. Donc on se retrouve un peu en mode ah merde. Ouais. Et ça aussi, ça peut culpabiliser les collègues. Oui. C'est bête, hein, mais de voir le machin à l'anime qui est dans le bureau à côté de moi, qui reste plus longtemps tous les soirs et qui est là tous les matins avant qu'on arrive. Bah, ça peut mettre mal en se disant oh là là, il est meilleur que moi je vais pas réussir à rester, je vais pas y arriver. Non, tu fais juste tes heures, hein. Ça reste un travail. C'est un travail, un métier passion, certes, si on veut, ça reste un travail et vous êtes payé pour faire des heures précises. Et ça ne doit pas manger ni sur votre temps personnel, ni sur votre santé mentale. Et c'est faut vraiment le prendre en compte, ça reste un boulot. Moi, je vous en voudrais pas si vous partez une demi-heure plus tôt le soir parce que je sais pas, vous avez, j'en sais rien, rendez-vous familial ou quoi. À une demi-heure près, en plus, on n'est pas chiant en vrai. Pardon, on n'est pas chiant, on n'est pas à l'usine. Je vais pas regarder pour les petites étiquettes comme ching pour voir avec l'heure à laquelle vous êtes arrivé. Ouais, le pointage, ouais. Le pointage, c'est ça. C'est tu fais ton boulot dans la journée, je suis contente. Si les gens arrivent pas à le faire, c'est a priori que c'est moi qui ai mal fait le planning. Et que j'ai sous-estimé la tâche, soit que y a beaucoup de retech, on a changé d'avis sur ce qu'on allait faire, donc ça a bougé entre-temps. Mais c'est toujours pas une raison pour faire des heures sup. Dans ce cas-là, on réadapte le planning, peut-être que je mettrai un renfort, peut-être que je filerai la tâche à quelqu'un d'autre pour la finir parce que je sais que ça sera fait plus vite, ou que la personne est plus habituée avec cette tâche-là. Mais même si vous voyez qu'un planning est trop serré, prévenez toujours en amont vos chefs de poste ou la chargée de prod. Ah, bonjour le chat. Voilà, le chat. Mais ça sert à rien de rester super tard le soir. Vous allez baliser, vous allez vous faire du mal et vous allez faire du mal à vos collègues. Clairement. Et même vous allez filer des sueurs froides à votre chargé de prod. Donc voilà, au final, après voilà, moi je peux comprendre certains qui pour un shot une fois vont se le permettre, mais faut pas que ça soit régulier quoi. Clairement. Non, faut pas que ce soit quotidien. Et si la tâche qu'on vous a donnée globalement ne tient pas sur le temps imparti, faites-le remonter à vos chefs de poste. Ouais, c'est ça. Communiquez à fond. Vraiment communiquer à fond. Voilà, communiquer. Je dis pas qu'on va trouver une solution d'un claquement de doigts et faire en sorte que tout rentre dans le planning, mais au moins vous l'aurez fait remonter. Et du coup, vous aurez fait remonter. Si moi, je ne peux pas le faire en temps de temps ou je ne peux pas tout livrer à chaque fois. Par exemple, je dois livrer un épisode par semaine. Je dis je peux pas. Un par semaine, je peux pas, c'est trop compliqué. Ouais.
Donc, et on essaie de trouver des solutions. Et si à un moment on voit que bah y a pas vraiment de solution parce que c'est pas tant un problème d'organisation ou quoi, bah c'est lequel il faut revoir le planning, il faut réadapter. Et là pour le coup c'est à la chargée de prod et au directeur de prod de prendre le relais. D'accord. Ok. Bon bah écoute, au moins ça a le mérite d'être assez complet. C'est vrai que même tu vois, t'as parlé du salaire. Le salaire, je pense, ça reste aussi l'un des trucs les plus sensibles. Parce que c'est vrai que même moi, à l'époque, on me disait ne parle pas de salaire dès l'entretien, sinon ça montre en fait que t'es juste là après ça. Il faut bien qu'on paye le loyer, hein. Ouais. Ouais, c'est Si vrai. c'est pour un boulot qui doit démarrer rapidement, c'est important de savoir combien on va être payé. Si c'est pour... y a des studios qui font passer des entretiens pour des prods à venir et qui vous disent, bon, j'embauche pas avant 4, 5, 6 mois, bah, là, oui, c'est peut-être pas utile parce que c'est pas dans l'immédiat. Mais si on vous propose de vous embaucher, que vous rencontrez quelqu'un où vous avez une date où on vous dit si t'es embauché, c'est pour démarrer dans 1, 2, 3 semaines, si, quand même, moi, ça me paraît important quand même à savoir. Est-ce que je peux payer mon loyer avec ce que vous proposez? Ouais. Parce que, encore une fois, c'est un boulot. On va payer notre bouffe avec, on va payer les croquettes du chat, on va payer, je sais pas, le sport des enfants. Donc, si, c'est important de savoir combien on est payé. En plus, sur la convention collective, il y a tous les salaires minimums par poste qui sont précisés. En freelance, c'est plus compliqué. En vrai, j'en connais moins. Je connais moins parce qu'on en a pas tant que ça en 2D. Genre, peut-être plus en 3D. Moi, j'en ai pas beaucoup. Et c'est vrai que là, c'est une grille un peu plus à part. Ok. De toute façon, c'est rare de démarrer en freelance. Voilà, moi je déconseille en tout cas aux élèves de démarrer dès le départ en freelance, quoi. Ouais, non, vous mettez pas auto-entrepreneur en plus. Ça, pour le coup, c'est un. Je connais mal la grille des salaires, mais je sais qu'auto-entrepreneur, c'est une tannée niveau déclaration, niveau taxes à payer. L'intermittence, franchement, on est quasiment tous intermittents dans le milieu de l'animation, plus que dans le jeu vidéo. Oui, clairement. Pour le coup, c'est des CDI, des CDD. Et même moi, je suis chargé de prod. Le directeur de prod, il est. Même moi, je suis chargé de prod. Même moi, je suis intermittente. Le directeur de production, il est aussi intermittent. En vrai, il y a peut-être que les producteurs qui ne le sont pas. Sinon, on l'est tous. Hein, donc, on sait ce que c'est, on connaît la grille des salaires. Donc, ouais, jetez un œil à la convention collective. Ouais, de toute façon, voilà, je répète, tout sera dans la description. Vous aurez vraiment toutes les infos à ce niveau-là. Ok. Bah, écoute, je pense qu'on a vu plein de choses. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Ou c'est bon, t'as balancé tout ce que t'avais à balancer? Qu'est-ce que je peux rajouter? Vos portfolios et démo reel, mais mettez... et vous pouvez mettre plein de trucs. Enfin, la démo reel, si c'est vraiment trop long, si c'est plus de... Moi, en vrai, souvent, c'est plus de 3 minutes, je crois, ça devient trop long. C'est déjà long, hein. Moi, je pense pour un junior, même 1 minute, c'est déjà pas mal pour un junior. Hein. Bah, ça dépend, parce que j'en ai vu qui avaient fait des super animes un peu longues, où c'est pas que des cycles de marche... pour montrer ce dont ils sont capables, et où c'est parfois des trucs très précis, mais qui peuvent être un petit peu longs, genre du travail sur... je sais plus qui m'avait fait ça, mais j'en avais vu un il y a un peu plus d'1 an qui m'avait fait un personnage qui fondait à la Moebius, tout doucement. Ça rendait super bien, mais du coup c'était long, hein, ça durait quasiment 30 secondes, mais le rendu était comme ça, génial, franchement. D'accord. GG à cette personne si tu te reconnais. Et sinon, le portfolio, vous pouvez tout mettre dedans, mais il faut que ce soit rangé. Ouais. Parce que si je cherche quelqu'un en layout, bah, je serais contente d'avoir sur votre site ou votre... ArtStation. C'est vrai que ArtStation, non, j'allais dire sur votre Instagram, mais sur Instagram, on peut... Enfin, si, remarque, on peut mettre des dossiers. Donc même sur Instagram, on peut. N'hésitez pas à mettre un petit dossier layout, un petit dossier anime ou un petit dossier 2D, 3D. Comme ça, je sais direct où chercher. Alors que s'il y a tout sur un grand mur, je vais être un peu submergé et je ne saurais pas trop où regarder. Alors sur Instagram, je sais qu'on peut ranger par dossier sur les stories. Mais le feed, le feed lui-même. Il me semblait qu'on pouvait le faire. J'ai cru voir des tatoueuses qui faisaient ça justement avec les planches de tatouage de Flash. Okay. Ah bah regardez alors. Peut-être que c'est sur leur story, hein, mais à vérifier. Ouais. Okay. Instagram après n'est pas obligatoire. Hein, tous les recruteurs le regardent pas. Moi je l'aime bien. Et puis c'est un truc pour le coup qui vient plutôt des États-Unis où ils mettent beaucoup en ligne sur Insta. Mais l'algorithme d'Instagram fait que on est obligé de poster tout le temps. Donc ce sera jamais le portfolio principal de quelqu'un. Ouais, clairement. Parce que c'est une source de stress constante. Ouais, non. Je pense que ArtStation marche très bien pour ça. Oui, voilà. ArtStation, Wix, Blogspot et WordPress, c'est les principaux. DeviantArt, c'est fini, parfois. Non, c'est clair. Arrêtez. C'est devenu maintenant... En tout cas, nous, on l'associe beaucoup, moi, avec mes collègues, à quand même quelque chose qui est assez amateur, quoi. Ouais. Pas... Et Tumblr a tendance à censurer des choses. Ouais. Donc, si vous avez fait parfois des recherches anatomiques et du nu, vous risquez de les avoir censurées dessus, donc c'est pas top non plus. C'est chiant, Tumblr, on aime bien voir des gens tout nus.
C'est nul. Et ouais, hein, Je sais pas, si j'ai des collègues qui ont bossé sur Pipoudou, qui veulent mettre du Pipoudou dans leur portfolio, bah, sur Tumblr, ils pourront pas. C'est clair. Donc pour résumer un peu ce que nous avons vu à travers tous ces conseils sur la recherche d'emploi, concernant le processus de recrutement, il faut savoir qu'il y a d'abord des recommandations en interne avant qu'il y ait une annonce. Donc la candidature spontanée peut vous permettre d'être repéré en amont avant même qu'il y ait une annonce qui est faite sur des sites de recrutement. Justement, en parlant de plateformes de recrutement, vous avez donc 2 groupes Facebook qui sont assez connus, qui sont Boulot Anime et Je bosse dans l'animation, où là, il faut avoir des contacts pour pouvoir être intégré dans ces groupes privés. Il y a ensuite LinkedIn, bien sûr, comme on a vu, Profil Culture, qui est aussi une plateforme de recrutement pour l'audiovisuel, et enfin la FJV. Il faut savoir qu'un test d'entrée est possible et peut même remplacer la période d'essai. N'hésitez pas pendant ces tests à poser des questions si vous avez des doutes, car sinon vous risquez de faire des erreurs parce que vous n'avez pas eu assez d'informations et passer à côté de votre job. Il faut savoir aussi que dans le recrutement, il y a beaucoup de candidatures à traiter, donc vous n'aurez pas forcément des réponses à votre candidature, mais ça ne veut pas dire que c'est lié à votre niveau technique. C'est juste que ce que vous avez indiqué sur votre CV et votre mail ne correspond pas aux recherches de l'entreprise, c'est-à-dire que les compétences de votre profil ne comblent pas un besoin, ou tout simplement que malheureusement c'est le mauvais timing, soit quelqu'un a déjà été pris, soit juste pendant votre candidature spontanée, on n'a pas besoin de vous, pour l'instant. Il faut savoir aussi que le présentiel est favorisé au début pour vous familiariser à l'équipe, ainsi qu'au logiciel de la boîte, et ensuite après vous pourrez passer en distanciel. Au niveau des candidatures, on vous conseille d'utiliser des symboles, des images dans votre objet de mail ainsi qu'à l'intérieur de votre mail pour attirer rapidement l'attention du recruteur et vous démarquer des autres. Il est super aussi important de préciser dans votre CV le nom du logiciel, pas indiquer juste le logo parce que tous les recruteurs ne connaissent pas tous les logiciels. Indiquez aussi les compétences qui sont associées à ces logiciels et évitez de mettre des jauges pour indiquer votre niveau. Évitez aussi également de prendre des modèles de lettres toutes prêtes pour la motivation. Et mettez votre nom sur vos pièces jointes. Et vos pièces jointes doivent être sur un format PDF de 10 MO maximum pour pas que ça soit trop lourd. Pourquoi PDF? Parce que ça vous permet d'y insérer des liens cliquables vers votre mail, vers votre LinkedIn ou vos travaux. ArtStation, Instagram, site internet, démo reel sur Vimeo, qu'importe. Le nom sur ces pièces jointes est important car ça permettra de vous retrouver facilement. Si tout le monde met CV, sur la base de données, ça sera compliqué de savoir quelle pièce jointe correspond à quelle personne. Ensuite, au niveau de l'entretien, on cherche à connaître une personnalité, donc soyez honnête. Ce qu'on veut dire par là, c'est que on a besoin de savoir qui vous êtes pour savoir si votre manière de travailler, votre méthodologie, votre savoir-être correspond avec les valeurs de l'entreprise. Si vous stressez aussi sur votre manière de vous habiller pour votre premier entretien, regardez tout simplement le site de l'entreprise ou des images qui montrent comment s'habillent en fait les employés. Vous aurez maintenant une idée de la tenue adéquate selon l'entreprise. Enfin, concernant le travail à distance et les droits du travail, on vous conseille de demander si le télétravail est obligatoire ou pas. Pour que vous soyez efficace, il faut que l'entreprise vous donne du matériel, donc c'est-à-dire au minimum un PC performant, et aussi une licence officielle pour éviter justement que vous utilisiez une licence craquée, qui peut apporter des problèmes à vous, mais ainsi qu'à la boîte s'il y a un contrôle de l'éditeur du logiciel. Et croyez-moi, ça peut arriver très souvent. Vous êtes en droit aussi de demander à l'entretien si vous avez des aides pour le logement ou s'ils connaissent des organismes qui peuvent vous aider, si vous avez droit à des tickets repas et s'il y a une participation au transport qui en général est à 50% si par exemple vous payez un abonnement ou si vous devez prendre le train. Pensez aussi à demander s'il y a un parking, c'est une donnée importante. Vous avez aussi le droit en tant que junior de connaître votre rémunération parce que si vous devez déménager, il faut savoir quel salaire vous allez avoir pour anticiper et vous organiser d'un point de vue financier. Vous aurez accès dans la description à la convention collective qui vous indique les salaires minimums selon les postes. Pensez bien aussi à commencer le travail seulement et seulement si vous aurez reçu votre contrat signé. Ce contrat, il va vous servir de sécurité pour tout accident de travail, qui soit sur les lieux du travail ou en allant au travail, pour réclamer vos indemnités à Pôle emploi et compter vos heures d'intermittent du spectacle. Si vous n'avez pas un contrat pour justifier à partir de quand vous avez travaillé, les premiers jours sans contrat ne sont pas comptabilisés dedans. Et il faut cumuler 507 heures pour avoir votre droit au statut d'intermittent du spectacle. Donc ne négligez pas les premières heures de travail. En parlant d'heures, justement, évitez les heures sup abusives qui ne sont pas rémunérées. On a tendance quand on commence dans une boîte à avoir de la pression sociale qui va nous forcer à faire justement ces heures sup gratuites pour montrer vraiment qu'on est déterminé, mais c'est complètement contre-productif parce qu'au bout d'un moment vous serez fatigué et vous allez enchaîner des erreurs et du coup ralentir la production. En parlant justement de production, ça ne va pas indiquer à la production si les délais, l'effectif, le niveau des équipes n'est pas adéquat par rapport à la qualité exigée pour le projet en production. Donc pas de pression si vous dites que voilà je suis nul, je vais être un boulet. Vous êtes un junior, on sait que vous êtes lent dès le départ, c'est pour ça qu'on vous a choisi, parce que vous coûtez moins cher, donc forcément vous êtes moins performant qu'un senior. Si malgré tout vous avez peur et vous sentez que vous allez avoir du retard dans une production, communiquez avec votre lead. Ça va en permettre de s'organiser en amont pour être sûr de rentrer dans les délais. Ensuite, dernier point important, concernant les statuts.
On vous déconseille de commencer en statut freelance pour apprendre le métier car vous ne serez pas immergé autour de gens qui seront vraiment compétents autour de vous, voire même d'avoir un lead qui sera là pour vous accompagner. Prenez en compte aussi de bien vous renseigner, donc là, regardez le groupe Les Intervalles, car Claire a mis pas mal de fiches là-dessus sur le sujet de l'intermittence du spectacle et d'autres points sur les droits du travail. Mais sachez que dans le monde de l'animation, vous serez prioritairement en intermittent du spectacle, comparé aux jeux vidéo, justement en France, où là, on privilégie plus les CDD. Donc prenez bien le temps de noter toutes ces choses-là. Si vous êtes feignant, faites des screenshots. Donc ça complète ce qu'on a vu avec Jennifer à l'interview précédente. Sur ce, maintenant, je vous laisse avec la dernière partie qui sont les stéréotypes dans les productions. Et que, en vrai, que les gens soient juniors ou étudiantes, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les intervalles si vous avez besoin d'aide ou si vous auriez envie d'organiser quelque chose, si vous voyez qu'il y a un manquement d'apprentissage dans vos écoles ou même des trucs bêtes comme un tuto, genre comment ça marche pour l'emploi pour la première fois, il faut que je m'en occupe, j'ai déjà eu des demandes pour ça. Ouais. Je pense que ça, le statut d'intermittent aussi, hein, pas mal dans ce voilà. Ouais. Et du coup, n'hésitez pas à me contacter. Les intervalles, c'est pas une association, c'est un collectif. En vrai, je suis un peu la seule permanente dedans, mais j'ai plein d'aides sporadiques à droite à gauche, bénévoles, de gens qui viennent m'aider ou me proposer des trucs à faire en me disant tiens, ce serait cool de parler de ça ou d'organiser quelque chose autour de cette question. Et voilà, du coup, c'est vraiment venez. Ok. Promis, je ne clasherai pas vos cara design, même s'ils sont un peu biaisés. Non, mais ça, de toute façon, je pense que de plus en plus, ça va se faire aussi. Je sais que Women in Games le fait pas mal, justement, des conférences, des choses comme ça, pour sensibiliser un peu justement à ces biais, à ces stéréotypes auxquels on est exposé, pour produire des cara design un peu plus maintenant. J'avais fait des tables rondes là-dessus. Ouais. Là, forcément, en ce moment, c'est un peu compliqué. Elles sont en ligne, avec un son pourri, je suis désolée, on est en train de rajouter les sous-titres. Pour ceux qui veulent éviter le son un peu fatigué. Et on en fera d'autres, je pense, des tables rondes, des récaps. J'ai un petit bingo aussi qu'il faut que je mette sur le site, un bingo des cara design féminins, des clichés qu'on retrouve, qui est toujours rigolo à faire passer. Ok. Après, ça veut pas dire que c'est un mauvais cara design, hein. Il y a des personnages qui ont un cara féminin parfois un peu stéréotypé, qui sont quand même des persos super bien écrits. Bien sûr, bien sûr. Je pense à Mabel dans Gravity Falls. Elle est pleine de paillettes, elle a des longs cheveux, elle a un petit serre-tête dans les cheveux, elle est en jupette, mais c'est pas un personnage qui est réduit à ça, donc c'est quand même un personnage intéressant. C'est juste que comme c'est un peu des clichés, souvent c'est des éléments, vraiment on le voit chez tous les persos féminins, jusqu'à la nausée, et parfois elles sont réduites un peu à ça, donc c'est un peu agaçant, on a envie de dire, franchement, essayez de proposer autre chose. Ouais, en fait, je pense que le but aussi de ça, c'est d'avoir un regard un peu plus large sur ce qui se produit pour que les gens eux-mêmes se disent putain, mais c'est marrant, mais c'est vrai que c'est tout le temps la même chose qui revient, quoi. Et si on essayait de proposer quelque chose Ce qui est fou, c'est que je vois dans les portfolios et des démos d'école beaucoup d'exercices faits sur des productions américaines. Ouais. Parce qu'ils ont justement des cara design des puppets hyper diversifiés. Je vois passer du Gumball, j'ai vu passer du Gravity Falls aussi, pas mal, du Adventure Time avec le côté spaghetti qui est très très fun à animer. Et je pense que peut-être que dans les années à venir, je vais voir du She-Ra, du Steven Universe aussi qui a fait parler du de lui. Steven Universe, oui, ça qu'on en a vu pas mal. Peut-être du Craig of the Creek, du Amphibia. Il y a vraiment plein de trucs aux États-Unis, aussi au Japon qui sortent. Et j'en vois pas mal dans les démos reels. Du coup, je me dis comment ça se fait qu'ils comprennent que dans les démos reels, que c'est important justement d'avoir cette diversité de cara design pour le travail, de posing, de layout, d'anim, tout ça. Et qu'après, nous, dans nos productions, on se retrouve avec des trucs quand même un peu plan-plan. Ouais. Je vais dire not all production, hein, mais beaucoup quand même. Parfois, c'est hyper insidieux en fait. C'est pour ça que ça me tient à cœur, c'est que c'est vraiment des biais, c'est de la perception qu'il y a à déconstruire, à dire mais t'as pas voulu faire un mal, n'empêche que le modèle que tu représentes, si tu fais un petit peu attention, il est hyper conservateur. Et on a encore des dessins animés avec maman à la maison, papa qui travaille, on dirait les années 50 américaines, sérieux, c'est plus possible aujourd'hui. Ouais, je comprends mieux du coup, parce que c'est vrai que moi, tu vois, je suis plus trop ce genre de choses, vu que maintenant, ça me touche pas et j'ai pas forcément d'enfants, mais je pensais que ça avait je pensais que ça avait un peu évolué depuis le temps. Un peu, on va vers le mieux. On y va vraiment pas vite. D'accord, ok. Surtout par rapport au volume de production qu'on fait, c'est vraiment pas très très rapide. D'accord. Encore une fois, communiquez avec vos équipes. Si vous voyez en prod un truc qui vous paraît choquant, un trope sexiste, homophobe, raciste, parfois ça peut arriver avec la meilleure des intentions. Hein. Les gens sont pas forcément ou des gens haineux qui font exprès de mettre des stéréotypes, juste parfois ils se rendent pas compte. Du coup, n'hésitez pas à leur dire. N'hésitez pas à dire, moi je suis un peu gêné par ça, ça m'embête. Ou tiens, on aurait peut-être pu le faire comme ça. C'est pas dit qu'il y ait une réaction pas positive, mais qu'il y ait
qu'il y ait des modifications derrière, mais peut-être que la personne s'en souviendra pour la prochaine fois. Ouais. Et du coup, la prochaine fois, fera l'effort d'éviter son biais et son trope. Qu'est-ce que tu entends par trope? Juste pour moi, parce que j'avoue que je sais pas trop ce que tu appelles trope. Un trope, c'est un peu comme un archétype, c'est un élément, c'est pas négatif ou positif, c'est un élément récurrent qu'on voit souvent à l'écriture, c'est un mot qui s'utilise beaucoup à l'écriture, soit dans le chara design. Dans l'écriture, par exemple, le syndrome de la Schtroumpfette, c'est un trope, c'est quand t'as qu'une fille dans toute l'équipe parce qu'il faut mettre une fille. D'accord. T'as aussi le Born Sexy Yesterday. Alors, c'est pas un truc qu'on trouve beaucoup en anime, ça c'est vraiment plus dans la fiction adulte. C'est le principe d'avoir un personnage féminin qui est. Comme si elle venait de naître, elle est toute naïve, elle est toute pure, et forcément, le premier personnage sur qui elle tombe, ça va être un bonhomme fort qui va lui apprendre la vie et elle va tomber amoureuse. Un peu genre Lilou dans le 5e élément, quoi. Ok. Et alors, souvent, les tropes servent à montrer justement les limites des archétypes d'écriture et de chara design. Parce que l'archétype, c'est dire on va se baser sur des caractères qu'on voit souvent qui sont récurrents, mais si vous vous basez que là-dessus, là, ça devient un stéréotype. Ouais. Là, ça devient réducteur, là, ça devient caricatural, et souvent, c'est pas très agréable à regarder. Ouais, non, c'est sûr. Alors, parfois ça peut être fait avec la meilleure volonté du monde. Parfois, on peut avoir des archétypes, mais qui font quand même des bonnes séries, justement, si c'est un peu réfléchi derrière, si c'est pas réduit à ça. Je sais pas, par exemple, on a beaucoup de séries en France avec des apprentis et avec un vieux maître qui va leur apprendre un peu la vie. Et souvent, le vieux maître, c'est un vieux maître asiatique, chinois ou japonais. Là, typiquement, pourquoi est-ce que vous avez besoin de mettre un vieux maître chinois avec la moustache et l'accent à la limite du racisme? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on peut pas essayer de proposer autre chose? Ouais, clairement. Sachant que dans la vraie vie, il y a plein d'exemples différents, quoi. Voilà, c'est... Et puis surtout, imaginez-vous après comment, si on irradie notre public qu'avec ce genre de personnages, ça veut dire, c'est quand même des enfants de moins de 10 ans, hein, ils sont pas idiots, mais ils sont en pleine construction de leur identité, de la manière dont ils perçoivent le monde. Si on leur propose que ces modèles hyper réducteurs et hyper compressés, ils vont se faire une image du monde qui est équivalente. Mm. Par exemple, un trope débile, c'est les garçons, ça pleure pas. Oui. Pourquoi ça pleure pas? Pleurer, les garçons, c'est bien de pleurer. Steven Universe, il pleure tout le temps. Mm. Et il s'en porte pas plus mal. Et le côté, c'est non, je pleure pas. Il y avait une planche de Full Metal Alchemist comme ça, avec le colonel Mustang qu'on voit de 3/4 d'eau, et on voit une goutte, et il va pleuvoir. Non, gars, tu pleures, c'est pas grave. Je te jure, c'est pas grave. Pleure, t'as le droit de laisser aller tes émotions. Et la planche est super cool, ça rend vachement bien et tout, et en même temps, t'es là, oh purée. Non, je ne pleure pas, je suis un homme fort. Ouais, après ça, malheureusement, c'est aussi la culture japonaise aussi. Là, pour le coup, ils ont beaucoup ce côté-là, honneur. Ah, mais même pas que. Il y avait, c'était dans Tempête de boulettes géantes, où je crois me souvenir qu'il y avait un personnage de flic. Ah oui. Alors, là, lui, qui en jouait tellement que ça en devenait ridicule, et il mettait en avant le côté ridicule. Ouais. Il allait se mettre à pleurer pour je sais plus quoi, et il engueule sa larme, et il dit remonte tout de suite dans mon œil, et la larme, elle remonte comme ça. Là, typiquement, c'est marrant, parce que ça montre à quel point, justement, c'est idiot. Oui. À quel point c'est over the top, et à quel point, en fait, pourquoi, gars, tu fais ça? Ouais. Ah, c'est pas mal, ça. J'aime bien la manière dont il le... Ah, ça peut être intéressant, pour montrer les clichés, d'aller vraiment à l'extrême dérision pour le souligner. Ah, c'est cool, ça. Voilà, mais c'est vraiment... Pour le mettre en exergue, il faut montrer que c'est ridicule. Il faut pas juste le faire full premier degré et aller à fond dedans. Ouais. Il faut pas faire une OSS 117, quoi. Ouais. Là okay. Je vais m'attirer des foudres, je pense, de fans de OSS 117. Mais, tu deviens de borderline. Typiquement, le cliché de OSS... Enfin, le cliché. Le problème, à mon sens, qu'il peut y avoir avec OSS 117 et qu'on peut retrouver en écriture, mais aussi en chara design, en mise en scène, c'est de vouloir dénoncer qu'un personnage est dépassé, débile, complètement conservateur ou autre, mais finalement, en lui donnant toute la place pour exprimer ses opinions, son comportement et ses propos complètement déplacés, sans que derrière il y ait une contrepartie pour montrer à quel point c'est ridicule, sans qu'il y ait d'équilibre. Typiquement, moi, OSS 117, regardez 1h30 de film pour voir des vannes racistes et sexistes, ça m'amuse pas trop. Enfin, je comprends que le personnage est montré en ridicule, mais devoir me bouffer 1h30 de ça, ouais, non, ça m'amuse pas, quoi. Ouais, je comprends ton point. Après, bon, là c'est... Là, de toute façon, là, c'est plus subjectif, pour le coup. Oui, là... Il y a des limites, mais... Faites pas une blague raciste pour vouloir dénoncer le racisme. Promis, vous pouvez mieux faire. Ouais, clairement. Ok. Bon, écoute, je pense que là, on a fait le tour. Les étudiants, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à aller contacter Claire.
donc sur le site des intervalles. Et sinon, à poser des questions en commentaire. Voilà. Vous avez différents canaux pour vous exprimer, mais communiquer. Je pense que c'est l'un des maîtres mots. Toujours, restez pas surtout en cette période. C'est ça. Ça fera jamais du bien de rester dans votre coin. Vous n'êtes pas tout seul, il y a plein de gens dans vos positions. Il n'y a pas de questions débiles. On vous a pas appris les trucs à l'école, ou peut-être qu'on vous les a expliqués comme il fallait, ou peut-être juste c'est pas rentré, hein, ça arrive. Clairement, voilà. Grave. Donc voilà, n'hésitez pas. Même moi, je vais mettre un formulaire aussi si vous avez d'autres questions à approfondir au niveau des sujets de vidéos que vous voulez que je fasse. Voilà, allez-y, franchement. Vous avez de la chance en fait. On est une communauté bienveillante dans l'animation. On est là en fait pour vous soutenir parce qu'on sait que c'est pas une période qui est facile avec le Covid en distanciel. Donc lâchez-vous quoi. Vraiment, voilà, on va pas dire qu'est-ce qu'ils sont chiants ceux-là avec leurs questions quoi. Non, clairement pas. Bah, d'ailleurs, il y a le collectif Sèche pas, soutien aux étudiants et aux jeunes professionnels de l'animation qui vient de se créer. Et c'est des collègues et pareil, là pour le coup, ils se sont créés parce qu'ils ont vu qu'il y avait des élèves qui étaient un peu déconnectés, un peu dans la panade, un peu perdus. Donc, ils sont en train d'organiser des trucs, allez voir leur page Facebook. Pareil, n'hésitez pas à leur poser des questions. Ouais. Et comme groupe à suivre aussi, si vous voulez réfléchir un peu au modèle que vous proposez dans votre travail, moi je vous invite à suivre Décolonisons l'animation. Il y a un super groupe aussi et qui amène pas mal de tips pour réfléchir aux représentations qu'on propose dans nos productions. Très bien, mais merci à toi Claire. Entre-temps, merci à toi et puis bon courage pour ceux qui chargent les stages. Je sais que c'est pas évident, lâchez rien. Et franchement, vous allez finir par trouver, on va y arriver. Allez, on est un peu tous dans la galère là, mais on croise les doigts, on touche du bois, on papouille le chat. et puis vous allez y arriver. Ok, allez ça marche. À bientôt dans le dojo les amis.